les événements, premier épisode. Sans se faire remarquer, il se propage. Après quelques semaines seulement, on rapporte sa présence partout sur la planète. COVID-19 is menacing the whole of humanity, and so the whole of humanity must fight back. Le virus SARS-CoV-2 est aujourd'hui le centre de l'attention mondiale. All Canadians must act now. Nous sommes en guerre. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Et surtout, la proie des scientifiques. In the absence of a vaccine, this virus may become just another endemic virus. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. L'histoire de cette pandémie s'écrit sous nos yeux. Et cette histoire, personne n'y était préparé. And I think this is a reality check for every government on the planet. Wake up, get ready. Rue déserte. Quarantaine. Hospitalisation. Et des morts toujours trop nombreux. This virus may never go away. It's going to get worse and worse and worse. Retour sur la réplique scientifique. Wuhan, Chine, 16 décembre 2019. Un homme est hospitalisé. Il combat une grippe depuis 2 semaines. Ses symptômes s'apparentent à ceux d'une pneumonie. Mais quelque chose attire l'attention des médecins. Et dans ce cas-là, les atteintes sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus sévères. Donc, ce n'est pas une pneumonie bactérienne classique. On est confronté à quelque chose de différent cette fois-ci. Rapidement, des dizaines de personnes développent les mêmes symptômes. En fait, tous ces patients souffrent de la COVID-19. Mais ça, personne ne le sait encore. 31 décembre. Le bureau régional de l'OMS en Chine prend connaissance de la présence de cette nouvelle maladie. Elle en informe aussitôt son bureau chef. C'est le début de ce qui deviendra une pandémie. Maintenant, avec du recul, on sait que ce virus peut être contagieux avant même l'apparition des symptômes. Donc à ce moment-là, c'était difficile de savoir que ça allait être une pandémie. Janvier 2020. Les chercheurs chinois isolent le pathogène à l'origine de cette mystérieuse maladie. C'est un virus inconnu, un virus de la famille des coronavirus. Cette famille comprend des centaines d'espèces, mais seules 7 d'entre elles peuvent infecter l'humain. Ce virus, on le nomme 2019 nCoV-2, mais rapidement, il deviendra SRAS-CoV-2. En moins d'une semaine, on décrypte son génome, son bagage génétique. C'était très important de décrypter le virus pour tout d'abord mettre en place des tests diagnostiques. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place des tests diagnostiques, on peut reconnaître les malades. Du coup, on peut savoir quelle est l'histoire naturelle de la maladie pour essayer de développer des traitements. Quelle est la transmissibilité de la maladie pour essayer de mettre en place des mesures de prévention. Et aussi connaître tout ça pour essayer de développer des vaccins éventuels. Le génome du SRAS-CoV-2 s'apparente à celui du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS. Un coronavirus qui a tué 800 personnes entre 2002 et 2004. Ces informations génétiques sont aussitôt partagées avec le monde entier. 3 heures plus tard, un laboratoire américain est déjà à l'œuvre.
course au vaccin est tout à fait de mise ici. Ça prend absolument un vaccin pour contrôler ce virus-là. C'est superbe de voir l'ensemble des chercheurs sur la planète réorienter leurs efforts pour combattre une menace à l'humanité. Qui dit virus dit aussi risque de contagion. Alors, ce qu'on craint par-dessus tout, c'est qu'une personne infectée puisse en contaminer d'autres. Mais selon l'OMS, à ce moment-là, rien ne laisse croire que ce soit le cas. We are still in the very early days of this. Mais rapidement, l'organisme se ravise. Based on previous experience with respiratory illnesses and in particular with other coronavirus outbreaks, and now analysis of data shared by China human-to-human transmission is occurring. C'est une mauvaise nouvelle. Le virus se transmet entre humains. De plus, on sait désormais que le malade est contagieux pendant la période d'incubation, c'est-à-dire avant qu'il ne développe les premiers symptômes. Deuxième mauvaise nouvelle. The whole world needs to be on alert now. La table est mise pour une pandémie. Based on current information, an animal source seems the most likely primary source of this outbreak. Entre-temps, l'origine du nouveau coronavirus se dévoile. Il proviendrait de la chauve-souris. Mais ce n'est qu'une hypothèse. On a une connaissance quand même relativement réduite de l'énorme diversité des coronavirus qui circulent dans les populations animales et on parle beaucoup de chauves-souris, mais on en trouve un grand nombre chez les carnivores, chez les primates et même chez les oiseaux. Mais comment le virus est-il passé de l'animal à l'humain? Ça, on ne le sait pas encore, mais le pangolin figure parmi la dizaine d'animaux suspectés. À la fin du mois de janvier, on compte 170 morts et 8000 personnes infectées, principalement en Chine. La présence du virus est tout de même rapportée dans 27 pays, dont le Canada. Or, ces statistiques ne reflètent pas l'ampleur de ce qui se produit. This epidemic is growing at quite a fast rate, and it's accelerating. Gabriel Lung, un expert réputé, lance un coup de semonce. Selon lui, le virus aurait fait au moins 10 fois plus de personnes infectées que les statistiques ne le démontrent. We have to be prepared that this particular epidemic may be about to become a global epidemic. L'OMS n'a plus le choix. I'm declaring a public health emergency of international concern. Le 30 janvier, elle déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. Son niveau d'alerte le plus élevé. 170 people have lost their lives to this outbreak, all of them in China. Février 2020. Un mois après le décryptage du virus, 170 laboratoires dans le monde peuvent diagnostiquer cette maladie qu'on appelle désormais COVID-19. CO stands for corona, you know. VI stands for virus. D for disease, so COVID. Peu à peu, les signes de la maladie se précisent. Une première étude menée auprès de 44 000 Chinois infectés montre que 80% d'entre eux ont souffert de symptômes faibles à modérés. 15% ont été hospitalisés et 5% ont dû être transférés aux soins intensifs. Le taux de mortalité, lui, reste imprécis. On parle de 2% en Chine de mortalité. En Italie, on parle de 7%, alors qu'en Corée du Sud, on parle de moins de 1%. Donc, les études se contredisent, ne vont pas tous dans le même sens. Ce qui est clair, cependant, c'est que la comorbidité aggrave les risques de complications. Donc, la comorbidité, c'est des maladies préexistantes ou sous-jacentes. Il y a énormément de comorbidités qui ont été décrites pour ce virus-là, que ce soit des maladies cardiaques,
ou des patients qui avaient déjà une maladie pulmonaire sous-jacente, avant même d'attraper le virus. Les maladies rénales, il y a l'obésité aussi qui ressort comme un facteur de risque. Les gens qui meurent habituellement ont en moyenne entre 2 et 3 comorbidités. Donc, plus on additionne les comorbidités, plus les risques de maladies sévères et de décès augmentent. Mais le plus grand facteur de risque demeure l'âge. À 80 ans, une personne court 180 fois plus de risque de mourir de la COVID que si elle a 40 ans. Fait intéressant, les enfants semblent épargnés. Ils représentent moins de 5% des cas répertoriés. Les enfants semblaient moins à risque d'être infectés que leurs parents, n'étaient pas habituellement le cas source d'une éclosion dans une famille. Ce qu'on voyait des données chinoises, c'est que oui, il y avait quelques cas, mais vraiment pas très malades. Pas de décès, ou à peu près pas, peu d'admissions aux soins intensifs, donc on était déjà relativement rassurés sur le devenir des enfants s'ils étaient infectés. And we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of COVID-19 to very high at global level. Qui bouleverse l'environnement. Des célébrités s'impliquent pour stopper le réchauffement climatique. Une série incontournable où la science se heurte à la politique. Planète Attention Danger, dimanche dès midi, ici Explora. Mars 2020. Les cas explosent. Partout sur la planète, on amorce le confinement. Go home and stay home. I urge you to stay at home and save lives. We're asking everyone to work at home if possible, postpone unnecessary travel. Nos déplacements seront très fortement réduits. Those of us within Canada are urged to postpone or cancel travel. Le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde. À la mi-mars, on recense 127 000 cas et 4 700 morts. Désormais, plus de 100 pays sont aux prises avec la COVID-19. L'OMS déclare l'état de pandémie. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. This is the first pandemic caused by a coronavirus. Sans vaccin ni médicaments, il devient complexe de ralentir la propagation du virus. L'OMS exhorte les dirigeants à mettre en place des mesures pour contrer la COVID. To win, we need to attack the virus with aggressive and targeted tactics. Testing every suspected case, isolating and caring for every confirmed case, and tracing and quarantining every close contact. 2 jours après cet avertissement, le 25 mars, les Nations Unies font une déclaration choc. COVID-19 is menacing the whole of humanity, and so the whole of humanity must fight back. Individual country responses are not going to be enough. Après ces paroles peu rassurantes, une étude révèle que le virus peut survivre jusqu'à 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable. A new study backed by the US government says
that it can survive for days. Les médias s'emballent. À l'époque, en mars, on croyait les surfaces inanimées sont un gros facteur de transmission. Il faut vraiment bien désinfecter les surfaces fréquemment pour empêcher la propagation du virus. On croit maintenant que cette voie de transmission-là est probablement un peu moins importante. I'm deeply concerned about the rapid escalation and global spread of infection. Avril 2020. On comprend mieux pourquoi l'attaque virale est si rapide. Quand le coronavirus s'introduit dans une cellule, il s'y réplique jusqu'à 100 fois en 48 heures. C'est 10 à 20 fois plus que le SRAS. Quand la cellule est gorgée de copies, elle explose. Le virus se propage. Ça va déclencher une cascade inflammatoire très grosse. Donc, cette cascade inflammatoire-là va combattre le virus, mais en même temps va causer encore plus de dommages au corps. Curieusement, chez l'enfant, la réaction est tout autre. Ce qu'on voit présentement, c'est que les enfants ont un contrôle de cette maladie-là incroyable, comme s'ils ne déclenchaient pas cette espèce de réaction inflammatoire hors contrôle. Chaque semaine, la liste des symptômes liés à la COVID s'allonge. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les CDC américains, en recensent une douzaine. Typiquement, l'ordre d'apparition des symptômes se présente comme suit. Fièvre, toux, douleurs musculaires, nausées et parfois diarrhée. Les milliers d'études sur la COVID commencent à porter leurs fruits. Mais parfois, leurs conclusions mènent à la confusion. Devant l'urgence, les chercheurs ont publié beaucoup de résultats sans avoir été révisés par des pairs, comme c'est habituellement le standard en recherche. Ça a mené à des études qui ont dû par la suite être rétractées, par exemple, parce que suite à la révision attentive des résultats ou de la méthode de la recherche, on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs majeures qui avaient été produites. Donc, ça a mené à un phénomène d'avancée, mais de recul aussi en même temps de la recherche, qui était un petit peu inconfortable. Il devient de plus en plus clair que le virus attaque bien au-delà des voies respiratoires. On sait maintenant qu'il peut se retrouver au niveau du tube digestif et même dans le sang. Et puis, par la voie sanguine, il peut se disséminer à l'ensemble de l'organisme, du corps. Ce virus-là a tendance à causer des caillots sanguins, que ce soit dans les veines ou dans les artères, des individus qui ont des infections sévères. Et puis, ce phénomène-là est tout à fait inhabituel pour un virus respiratoire. Seulement, les virus respiratoires demeurent localisés au niveau des poumons, des voies respiratoires, la gorge, le nez. Mais ce virus-là se répand à l'ensemble du corps et cause des caillots. Donc, il déclenche une cascade de coagulation qui va causer des petits caillots dans différents organes. Au Royaume-Uni, les hôpitaux pédiatriques observent quelque chose d'inquiétant. Reports from Europe have described a small number of children being admitted to intensive care units with a multi-system inflammatory condition. Une augmentation des cas d'une maladie rare, le syndrome de Kawasaki. C'est un syndrome qui est très mystérieux. C'est vraiment un syndrome inflammatoire duquel on ne connaît pas la cause. Dans le contexte de la COVID, le syndrome est similaire, mais il semble y avoir davantage d'atteintes cardiaques, donc de myocardite, d'atteinte du cœur en soi. Encore une fois, inflammatoire. La causalité n'est pas claire encore, la recherche est en cours. Le 30 avril, une annonce sème l'inquiétude dans le public. And new studies suggest COVID-19 has mutated to become even more infectious. 14 mutations sont survenues chez le virus depuis sa découverte. Comme tout organisme, des mutations émergent au cours du temps, donc ça en soi c'est pas quelque chose d'inquiétant, c'est quelque chose de naturel. Une proportion importante de ces mutations sont en fait induites dans notre propre système immunitaire. Dans notre système immunitaire, on a une catégorie particulière d'enzymes qui spécifiquement induisent des erreurs, des mutations
dans les virus. Et on a été surpris, en fait, la grande proportion de mutations qu'on voyait, qui sont en fait de ce type-là, qui sont pas des genres de copies du virus, mais qui sont vraiment induites par le système immunitaire. Une méta-analyse montre que la COVID se propage presque exclusivement lors de contacts étroits avec des amis ou des membres de la famille. Bref, on ne contracte pas le virus en croisant quelqu'un dans la rue. Alimenté par une étude de Science, le concept de super-propagateur fait son apparition dans les médias. Un super-propagateur, c'est un individu qui serait responsable de contaminer un grand nombre de personnes. Habituellement, on croit qu'une personne infectée va peut-être contaminer une ou deux personnes et même fréquemment va contaminer aucune autre personne. Pour ce qui est d'un super-propagateur, on pense que là, on est dans un autre registre. On parle d'un individu qui pourrait, sans le savoir, contaminer 10, 20 personnes additionnelles. On croit que c'est des personnes qui sont extrêmement contagieuses à un moment où ils ont très peu de symptômes. Pendant que le monde espère la découverte d'un vaccin, l'OMS annonce ce que plusieurs experts savent déjà. Science can come up with the vaccine, but someone's got to make it, and we've got to make enough of it that everyone can get a dose of it, and we've got to be able to deliver that, and people have got to want to take that vaccine. This virus may become just another endemic virus in our communities. Malgré cela, les efforts déployés ne sont pas vains. Certains pays reprennent le contrôle et amorcent les premières étapes du déconfinement. L'OMS y va cependant de sa recommandation. And this is good, it allows economic life to return, but extreme vigilance is required. Au fil des semaines, de plus en plus de patients recouvrent la santé. On parle alors d'immunité collective. Normalement, les patients guéris devraient être protégés contre une seconde infection grâce aux anticorps développés lors de la première infection. Mais avec la COVID, tout est différent. Malheureusement, on voit que ces anticorps baissent avec le temps. Il est possible qu'on puisse contracter la maladie une deuxième fois et que l'immunité ne soit pas durable. Combien de temps après un premier cas on peut être touché par un deuxième épisode de Covid? Ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas non plus si la deuxième fois, ça va être aussi grave que la première fois. Toujours d'actualité, la question des porteurs asymptomatiques inquiète. Ces malades n'éprouvent aucun symptôme, mais sont contagieux. Sur 100 personnes infectées, environ 40 d'entre elles seraient asymptomatiques. Certaines études montrent que les asymptomatiques ont la même quantité de virus au niveau de leur nez et de leur gorge que les individus symptomatiques, ce qui mène à la conclusion qu'ils peuvent jouer un rôle dans la propagation du virus. Mais par ailleurs, ces asymptomatiques-là, ils ne toussent pas, ils ne reniflent pas, ils ne se mouchent pas. Donc, même s'il y a énormément de virus au niveau de leur nez ou de leur gorge, ils ont beaucoup moins d'opportunités de transmettre le virus. Next couple of weeks are going to be critical. Après la pause, l'immunité collective. Juin 2020. Le virus rôde depuis maintenant 6 mois. Le bilan mondial est dévastateur. 7 millions de personnes infectées, 400 000 morts. Les chiffres sont sans doute plus élevés, car plusieurs régions n'ont pas la capacité de dépister la maladie. Le monde s'adapte, change ses comportements. Le virus aussi. 22 000 souches différentes sont répertoriées dans le monde. Mais leurs différences restent somme toute minimes. À ce jour, il n'y a pas de forte évidence que
aucune de ces diversités n'a l'air d'affecter ni la transmission ni la sévérité des symptômes. Et en moyenne, quand on compare deux génomes récents, environ seulement 10 mutations de l'un ou de l'autre, donc ça reste une diversité relativement faible. Ça peut muter pour devenir plus transmissible et plus grave. Ça peut aussi muter pour devenir moins transmissible et moins grave. Et d'ailleurs, en général, quand l'homme meurt, le virus meurt aussi. Donc en général, dans l'histoire naturelle, la mutation se fait pour que le virus puisse vivre plus longtemps. Donc il s'adapte et il devient moins grave. Un peu partout en Europe, le pic semble passer. Le retour à la normalité s'amorce. We need to be careful. This is still a killer virus, and there are still thousands of people every day dying from this virus. Mais l'assouplissement des règles fait craindre l'apparition de nouveaux cas, l'arrivée d'une deuxième vague. The next couple of weeks are going to be critical in our ability to address those surgings that we're seeing. Aux États-Unis, pays le plus durement touché, entre 5 et 8 % de la population a été contaminée lors de la première vague. Un taux similaire est observé en Espagne. Mais c'est bien en deçà des 70 % nécessaires pour obtenir l'immunité collective. On se rend compte maintenant que le fameux 70 % sera très difficile à atteindre. Même dans des pays comme la Suède, qui n'ont pas vraiment essayé d'endiguer la propagation du virus, seulement 7 à 10 % de la population a fait l'infection. Donc le virus a encore bien des victimes à infecter, peut encore se propager très facilement dans la communauté. La fameuse immunité collective n'est pas encore atteinte. N'importe quoi. À défaut d'obtenir l'immunité collective, l'efficacité de la distanciation physique est une fois de plus démontrée. Selon une importante recension scientifique, le risque de contracter la COVID diminue de 80 % lorsqu'on se trouve à 1 mètre des autres et baisse encore de moitié lorsqu'on se retrouve à 2 mètres. Entre-temps, la course au vaccin bat son plein. There is no guarantee that we will have a safe and effective vaccine, but we are cautiously optimistic, looking at animal data and the early preliminary data, that we will at least know the extent of efficacy sometime in the winter and early part of next year. 135 vaccins sont en développement, mais les travaux s'effectuent sur d'anciennes versions du virus. Puisque le virus évolue, acquiert en moyenne 2 mutations par mois, on se demande si le vaccin sera efficace contre la nouvelle version du coronavirus. Et pour nous, c'est vraiment essentiel de pouvoir prédire à l'avance en fait, lesquels sont les meilleurs candidats, dans le sens qui vraiment qui pourrait immuniser contre la plus grande diversité du virus, il y a dans tous les virus. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on obtient des soulignés puis qu'on a un vaccin qui est juste efficace contre les petits sous-ensembles des virus. Et ça, c'est un problème commun qu'on a avec toutes sortes de virus. Alors, il faudra qu'il y ait un effort continu de développement de vaccins pour toujours être prêt pour remplacer un vaccin si jamais le virus venait à le contourner. La COVID reste une maladie imprévisible. Le recul permet maintenant de répertorier des symptômes persistants, c'est-à-dire des effets secondaires qui tardent à disparaître malgré la guérison. Une étude démontre que 90 % des patients souffrent encore d'au moins un symptôme 2 mois après le début de la maladie. Une fatigue sévère qui se prolonge, une toux sèche, des douleurs articulaires. Puis ces symptômes-là peuvent durer des semaines. On ne connaît pas vraiment la cause de ces symptômes-là. Au Canada, comme en Europe, les mesures de confinement s'assouplissent. Although the situation in Europe is improving, globally it's worsening. Mais le rythme de la pandémie, lui, ne s'essouffle pas. On signale 120 000 nouveaux cas dans le monde chaque jour, le pire bilan depuis le début de la pandémie. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Afrique inquiètent particulièrement. This is not the time for any country
to take its foot off the pedal. The world is in a new and dangerous phase. « 21 juin. L'été est arrivé. Aura-t-il un effet sur la COVID? La question se pose car de nombreux virus respiratoires sont saisonniers. Mais au milieu de l'été, l'OMS annonce que les saisons n'auraient pas d'impact sur le développement de la pandémie. Season does not seem to be affecting the transmission of this virus currently. What is affecting the transmission of this virus is mass gatherings, is people coming together. La Chine fait face à une nouvelle éclosion. 200 nouveaux cas en une semaine. Le monde retient son souffle. There are no deaths associated so far, but of course we will monitor the situation as we do in all countries. Le docteur Yazdan Pana relativise. Je pense qu'on a beaucoup appris. On n'aura jamais, en tout cas, par exemple en Europe, des vagues qu'on a eues aussi importantes qu'au début. On peut aplatir un peu la courbe, mais par contre, on pourra très bien avoir une augmentation de nombre de cas. L'espoir renaît dans le monde médical, dans les soins contre la Covid-19. À la mi-juin, on annonce la découverte d'un médicament qui réduit d'un tiers la mortalité chez les patients mis sous respirateur. Dexamethasone, a common steroid, has been shown to have a beneficial effect on those patients severely ill with COVID-19. This is very welcome news for those patients. Peu coûteux, on utilise déjà le médicament depuis les années 50 pour traiter diverses maladies inflammatoires. On publie de nouvelles données au sujet des patients asymptomatiques. Cette fois-ci, on apprend que 70% d'entre eux présentent des signes d'infection au poumon, des signes liés normalement à une infection aiguë. Décidément, la COVID surprend la communauté scientifique. À la fin du mois de juin, on atteint deux seuils symboliques. 500 000 morts, 10 millions de malades. The hard reality is, this is not even close to being over. Globally, the pandemic is actually speeding up. Malgré les avertissements de l'OMS, certaines personnes croient encore que la COVID n'est qu'une simple grippe. Non, c'est pas vrai, c'est pas une grippette. Les formes graves, la mortalité, c'est beaucoup plus fréquent que la grippe. Si on laisse faire, ce virus a la possibilité de contaminer beaucoup de gens. Il a une gravité qui est plus importante que la grippe. De nouvelles données lui donnent raison. Elles montrent que le taux de mortalité du coronavirus est d'environ 5%, soit 50 fois plus élevé que celui de la grippe saisonnière. 6 months ago, none of us could have imagined how our world and our lives would be thrown into turmoil by this new virus. Quand un enfant l'a... Juillet 2020. Montréal, Paris, Amsterdam. Le couvre-visage se généralise un peu partout. Même s'il ne protège pas de la COVID, le masque réduit le nombre de gouttelettes qui pourraient être projetées. La publication d'une lettre ouverte fait grand bruit. 239 scientifiques internationaux pressent l'OMS de reconnaître que le coronavirus peut non seulement se propager par les contacts et les gouttelettes, mais aussi dans l'air ambiant, précisément dans les espaces clos et sans ventilation. Quand on est dans des espaces très confinés, qu'il n'y a pas du tout de fenêtres ouvertes, etc., la densité de virus peut devenir plus importante et du coup la transmission peut être aérienne. Ça c'est important à savoir, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on est dans des espaces confinés. Il faut faire très attention pour aérer les espaces confinés. Sous la pression, l'OMS cède et reconnaît que le virus peut persister dans l'air des lieux clos et mal aérés.
We acknowledge that there is emerging evidence in this field, and therefore we believe that we have to be open. Mais l'OMS insiste. Il n'a pas encore été démontré que ces gouttelettes en suspension contenaient suffisamment de particules virales pour provoquer une infection. Au cours de l'été, la contagion s'accélère. À eux seuls, les États-Unis comptent 65 000 nouveaux cas par jour. Le resserrement des mesures sanitaires s'amorce un peu partout sur la planète. Inde, Espagne, Australie, Irlande, Hong Kong. La liste s'allonge chaque jour. I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. Le rôle que jouent les enfants dans la propagation du virus se précise. De nouvelles preuves démontrent que les enfants portent dans leur nez jusqu'à 100 fois plus de virus que les adultes. Ben, on sait d'emblée que quand un enfant fait un virus, il y a une charge virale très élevée dans le nez. Maintenant, c'est pas parce qu'ils l'ont dans le nez qu'ils l'excrètent nécessairement. Pour que la personne en face de nous l'attrape, il faut qu'ils éternuent, il faut que ça tousse, il faut que ça réussisse à sortir. Et malgré tout ça, malgré leur charge virale qui est peut-être plus élevée, ils n'ont pas l'air d'être plus malades, puis autour d'eux, on n'a pas l'air d'avoir plus de transmission qu'à partir d'un adulte. Donc oui, ils en ont dans le nez, mais ça ne veut pas dire que ça transmet nécessairement de façon extraordinaire. On est encore convaincu que quand un enfant l'attrape, il est peu symptomatique, peu à risque de complications. Ou 2020. La question des symptômes persistants continue d'alimenter plusieurs travaux scientifiques. Comment les expliquer? Le virus pourrait-il se cacher dans certains endroits du corps, à l'abri du système immunitaire? C'est encore très tôt. Est-ce que le virus demeure dormant à certains endroits dans le corps humain? C'est quelque chose qui est encore... Il est trop tôt encore pour se prononcer sur cette question. Je crois que les symptômes persistants chez les gens qui ont fait la COVID sont probablement dus à une réponse inflammatoire, beaucoup plus qu'à un problème lié au virus encore vivant dans le corps humain. Le visage de la pandémie change. Aujourd'hui, les jeunes adultes sont devenus la source de la majorité des nouvelles éclosions. Les autorités sanitaires ajustent leur discours en ce sens. I think we just need to make sure that the messages that are getting out, particularly to young people, that you are not invincible to this virus, and we are seeing people, even young people, who are ending up with severe disease. We are seeing young people who are ending up in ICU, and we are seeing young people who are dying from this virus. À la fin de l'été, l'OMS y va d'une note d'espoir. We hope to finish this pandemic before less than 2 years, especially if we can pool our efforts together and with national unity, global solidarity, that's really key, with utilizing the available tools to the maximum and hoping that we can have additional tools like vaccine. D'ici 2 ans, la COVID pourrait être matée. Mais la prudence est de mise. Oui, le virus a beaucoup de surprises pour nous encore. On nous réserve beaucoup de surprises. Dans l'attente d'un vaccin, la vie reprend son cours un tant soit peu. Les écoles reprennent. La grande question, c'est est-ce qu'on va avoir de grandes éclosions dans les écoles? Est-ce que les enfants vont le ramener à la maison et le transmettre à leurs parents? Jusqu'à maintenant, on est relativement rassurés, considérant ce qui s'est passé ailleurs. L'histoire de cette pandémie s'écrit sous nos yeux. De partout, les scientifiques tentent de solutionner ce casse-tête. Un casse-tête aux 1000 facettes. Ouais, aux 1000 facettes. De façon facettes. globale, la recherche a rempli à 100% son rôle dans cette pandémie-là. Je te jure.
découverte, Covid-19, le fil des événements, deuxième partie. Une vague, puis une deuxième. No disease in history has seen such rapid development in research. Isolés, ces chercheurs représentent notre espoir. On n'a jamais vu autant de scientifiques dans les médias. Eux seuls peuvent changer le cours de cette pandémie. Quand tout le monde en science se met ensemble, on peut véritablement gagner des batailles. Retour sur la réplique scientifique. Le fil des événements, la suite, dimanche prochain, à découverte. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.